très rapidement, parce que bon, je vois que vous savez déjà beaucoup de choses, et puis beaucoup de choses ont été dites, mais donc rappeler les limites actuelles du système agro-industrialisé qui s'est développé au sortir de la Deuxième Guerre mondiale avec un objectif assez clair, redonner de l'alimentation au plus grand nombre. On sort de la Deuxième Guerre mondiale. Un système qui a été finalement assez efficace pour donner de l'alimentation à faible coût au plus grand nombre, donc à faible coût parce qu'on ne paye pas le coût environnemental notamment. Voilà, et puis toutes les conséquences que vous connaissez. Je mettais les pertes et gaspillages en environnement éventuellement, parce que juste quelques chiffres très rapides. Ce qui est perdu et gaspillé chaque année, ça représenterait, ce qui est cultivé et perdu et gaspillé, ça représenterait l'étendue d'un pays comme le Mexique. Si le champ de ce qui est perdu et gaspillé était un pays, ce serait le Mexique. Et l'eau qui est consommée pour tout ce qui est perdu et gaspillé, c'est l'équivalent du lac Léman. Donc ça donne une petite idée de l'impact aussi environnemental de ce que représentent les pertes et gaspillages. Alors nous, finalement, on résume un petit peu par une problématique de distanciation. Finalement, c'est l'idée que voilà, ce système agro-industrialisé qui s'est développé, finalement, pose des problèmes de distanciation de plusieurs ordres, géographiques, avec des zones hyper spécialisées dans le monde qui font que de plus en plus, on a éloigné le producteur, le produit qu'il a produit et le consommateur. Également du fait de l'étalement urbain qui a repoussé l'agriculture un petit peu plus loin, et donc aussi une hyperspécialisation géographique permise par le faible coût des transports, notamment maritimes. Une distanciation économique avec une multiplication des intermédiaires dans la chaîne, ce dont on peut aussi se réjouir parce que c'est de l'activité économique, c'est de l'emploi. Bon. Et puis une distanciation politique avec, c'est ce dont on discute depuis ce matin, l'idée d'avoir une perte un petit peu de contrôle des citoyens sur le système alimentaire. Et puis finalement, Anna en parlait tout à l'heure, un peu une distanciation cognitive, où il y a cette perte de contact, et où finalement, ce que dirait Claude Fischler, un sociologue de l'alimentation, ce qui génère une certaine angoisse du mangeur, on ne sait plus vraiment ce qu'on mange, ou en tout cas par qui et comment il a été produit et transformé. Donc tout ça génère un retour au local dont on discute abondamment pour un certain nombre de raisons, voilà, des phénomènes de relocalisation, de reterritorialisation des systèmes alimentaires, pour à la fois réduire les coûts de transport, mieux relier producteurs et consommateurs, maintenir du paysage, du cadre de vie, réduire les pertes et gaspillages, etc. Alors ce qu'il faut retenir, ce qui me paraît moi le plus important, c'est que finalement toutes ces expériences s'accompagnent d'innovations, d'alternatives sociales, politiques, économiques, et souvent, la plupart du temps, en matière de production ou de distribution, voilà, proposent des choses nouvelles. On en a eu encore une fois beaucoup d'exemples. Mais je pense qu'un des arguments quand même, qui moi en tout cas me paraît le plus important, c'est vraiment cette idée de relier producteurs-consommateurs. Alors si on est dans la France, on peut aller dans un pays où de fait le secteur agricole, bon, de fait la manière dont il a été organisé, avec des banques propres pour faire des crédits, un système de recherche propre à l'agriculture, un système d'éducation propre à l'agriculture, un système de syndicats propre à l'agriculture. Tout ça a fait que finalement l'agriculture s'est retrouvée un petit peu déconnectée de la société en général, une politique agricole propre à l'agriculture et totalement déconnectée des autres enjeux que revêt pourtant l'alimentation. Donc on a un peu une agriculture qui, aussi d'un point de vue, on va dire, organisationnel, s'est éloignée de l'ensemble de la société. Donc clairement, tous ces mouvements de relocalisation participent à cette reconnexion. Donc non sans mal, puisqu'on voit souvent que les chambres d'agriculture sont un peu réticentes à rediscuter avec des consommateurs qui d'un coup se piquent d'agriculture, là où bon, pendant des décennies ils ne s'en sont pas du tout intéressés, et bon, sont un petit peu dans plusieurs régions, bon, visiblement à Nantes ça n'a pas l'air d'être le cas, mais dans d'autres régions, plutôt réticentes à ces nouveaux mouvements, mais bon, les choses vont certainement changer. Donc voilà, un grand mouvement vers le local. Donc on voit dans la Vendée, pas loin, là, manger local, c'est pas banal. Dans l'autre, vers chez nous, pardon, manger local, c'est oufissime. Donc, tout le monde y va de son slogan. Nos cousins genevois, pleins d'humour, donc les produits genevois, je ne vois que ça. Plus sobre en Ile-de-France, mangeons local, des produits d'ici, consommés ici. À Quimper, bon voilà, la fête du bien manger local, puis également les grandes enseignes de distribution qui s'y mettent, vous voyez, manger local, là, Adamarie Lélis. Donc voilà, un grand mouvement là, de retour au local. Aux États-Unis également, en Amérique du Nord, là où on a certainement poussé le plus loin le phénomène de distanciation dont je vous parlais. Donc voilà, 10 bonnes raisons d'acheter local. D'abord parce que ce qui est produit localement a meilleur goût.
les produits locaux sont meilleurs pour vous, ils sont plus sains, etc., etc. Puis bon, voilà, de toute façon, l'alimentation locale, c'est le futur. Donc on reste calme, on mange local. Bon, ça peut être un peu plus, voilà, quand l'oncle Sam s'en mêle, l'injonction peut être un peu plus forte. Et puis sinon, ben voilà, ce slogan-là qui est décliné dans beaucoup de domaines, mais bon, vous ne pouvez pas acheter le bonheur, mais vous pouvez acheter local, et c'est quasiment la même chose. Alors vous me voyez probablement venir, et là je rebondis un petit peu sur ce que Nicole disait tout à l'heure, c'est un petit peu cette folie du local, ou en tout cas cette réduction de dire local égale bon. Donc un peu se rappeler l'idée, attention au piège du local. Donc il y a une abondante littérature là-dessus, mais sur l'idée de se dire que rien n'est inhérent à une échelle donnée. C'est pas parce que c'est local que c'est bon, c'est pas parce que c'est local que c'est durable, c'est pas parce que c'est local que ça a été produit dans des conditions vertueuses pour l'environnement, c'est pas parce que c'est local que tout d'un coup les plus démunis y auront accès. Voilà, local ne veut rien dire. Ce qui veut dire quelque chose, c'est l'agenda que les acteurs d'un système territorialisé vont se fixer. Et si effectivement dans cet agenda, il y a l'idée de travailler sur la justice sociale, il y a l'idée de travailler sur des modes de production plus vertueux, alors effectivement la relocalisation va être meilleure. Mais dans l'absolu, dire que le local est bon, ça n'a pas de sens, et c'est même assez spécieux, je trouve, d'un point de vue politique, parce que s'il y a bien un domaine sur lequel il n'y a pas de clivage, c'est bien le local. Alors, considérer le local comme bon par nature, voilà, ce serait le village d'Astérix, quoi. On est bien chez nous, donc la potion magique, c'est local. Merci. La potion magique, c'est local, ouais. Ben, justement, l'idée, c'est de se dire que la potion magique, c'est pas le local, ou en tout cas de ne pas le dénuer de l'agenda qu'on s'y fixe, sinon on rentre dans un localisme étriqué, où ben, entre nous, forcément, ça va être bon. On a fait un film il n'y a pas longtemps sur le mine de Montpellier, où le directeur du mine dit « Nous, on veut des produits bons, on veut des produits locaux, on veut des produits qui sentent bon. » Bon, franchement, au montage, j'ai dit « On coupe ». Parce que ça veut dire quoi? Donc les produits d'ailleurs ne sentent pas bon. Vous voyez où je veux en venir? Parce que politiquement, c'est très spécieux. C'est-à-dire que s'il y a bien un endroit où il n'y a pas de clivage, on va dire politique traditionnelle, c'est bien sur la question du local. Une anecdote que je rappelle souvent, c'est une collègue qui travaillait dans la région Nord-Pas-de-Calais et qui s'est retrouvée dans l'entre-deux tours. Si vous vous souvenez, la région Nord-Pas-de-Calais a failli, enfin quasiment été promise au Front National. Bon, finalement, les alliances ont fait que ça a été les Républicains qui l'ont remporté, mais c'était une des régions qui devait basculer avec PACA, qui aurait possiblement pu basculer Front National. Et en fait, je l'avais vue dans l'entre-deux tours, elle m'a dit, en fait, c'est terrible parce qu'elle travaille sur une politique régionale. Et elle me dit, mais finalement, ce que je fais, demain, si c'est une majorité Front National, aucun problème. C'est-à-dire que ce que je fais est tout à fait en ligne avec ce que promeut le Front National. Donc tout ça pour dire que, voilà, attention à ce piège du local qui consisterait à associer local à bon par nature. Voilà, c'était juste un petit préalable pour vous dire, nous, comment on aborde cette question. Et pour en sortir, moi, il y a un concept que j'aime beaucoup, c'est l'idée de localisme cosmopolite. Cette idée qu'à la fois, on peut être ancré sur un territoire, le chérir, le valoriser, mais garder bien à l'esprit qu'on est en résonance et forcément en solidarité avec d'autres territoires. Et en l'occurrence, en matière d'alimentation, rappelons-nous quand même qu'il y a une des initiatives les plus anciennes, qui est le commerce équitable. L'idée de se dire qu'à travers l'alimentation, je peux être solidaire d'autres territoires, d'autres agriculteurs dans le monde. Voilà, juste un petit préambule. Alors, pour cette question d'alimentation et de ville, je vais commencer par partir de cette carte de la faim dans le monde qui avait été établie par la FAO en 2014, et donc qui chaque année rend compte de la malnutrition. Donc à partir de 5%, on commence à être un petit peu coloré, et on considère qu'on est un pays où la faim prévaut, au sens de la FAO. Cette définition évidemment peut être discutée, mais bon. Et puis on va jusqu'à des pourcentages très élevés. En rouge foncé, on est à plus de 30%. Et on se rend compte au passage que c'est valable pour des pays qui ont connu des catastrophes naturelles, genre Haïti, ou des guerres Centrafrique, ou des régimes politiques un petit peu particuliers comme la Corée du Nord. Mais je vous montre cette carte parce que cette année-là, c'est une année très particulière parce qu'il y a un grand pays qui officiellement, en tout cas au sens des statistiques de la FAO, est sorti officiellement de la faim, c'est-à-dire que le niveau de malnutrition est inférieur à 5% de la population. Je ne sais pas si vous savez lequel c'est. Le Brésil, voilà, absolument. Le Brésil,
qu'avait lancé, et c'était le succès de ce grand projet, ce grand programme politique France Zéro, qui malheureusement, bon, les circonstances politiques actuelles font que c'est un projet qui va certainement pâtir énormément des circonstances politiques actuelles. Mais en l'occurrence, ce qui est très intéressant pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est que ce projet, il est né dans une ville, à l'échelle d'un territoire urbain qui s'appelle Belo Horizonte, qui est une ville voilà, de l'état du Minas Gerais, Rio Ela, si ça vous donne une idée. Et c'est une grande ville, hein, 2,5 millions d'habitants. Et là-bas, au début des années 90, 92, il y a un maire voilà, plutôt progressiste du Parti des Travailleurs qui a été élu et qui voilà, qui supportait pas l'idée que dans sa ville, des gens puissent être en situation de malnutrition. Dans une ville dont vous voyez qu'a priori, économiquement, elle est plutôt... elle va bien. Alors, on est au début des années 90, hein, le Brésil est encore considéré comme un pays en développement, on ne parlait pas de pays émergents. Mais donc, voilà, il ne supporte pas cette idée que dans sa ville, des gens soient en situation de malnutrition, d'autant plus que, alors, ce qu'on ne voit pas forcément bien sur la carte, mais qu'il y a une ceinture verte périurbaine, agricole, de petits paysans familiaux qui se trouvaient tout aussi pauvres que des pauvres urbains. Donc, il imagine évidemment un contrat gagnant-gagnant qu'on imagine vite, c'est-à-dire nourrir les pauvres urbains par l'agriculture issue des pauvres agriculteurs familiaux périurbains. Et pour ça, ils ont mis en place toute une série de politiques, c'est-à-dire du soutien au crédit, des cantines populaires, comme on voit ici, alimentées, vous en doutez, par des productions issues de la périurbanité de Belo Horizonte, des banques alimentaires, des programmes d'éducation, et puis des cantines scolaires, d'imposer des pourcentages d'approvisionnement dans les cantines scolaires par ces agriculteurs familiaux périurbains. Donc on est en 92, hein, 92 et on est au Brésil. D'accord ? Donc c'est très important. Et de fait, ça a été extrêmement efficace et par un maire qui vous explique que c'était 2% de son budget. Voilà, pour 2% de son budget, en une dizaine d'années, il a réussi à éradiquer la malnutrition dans sa ville. Donc pour rappeler aussi que la lutte contre la faim, c'est d'abord et avant tout politique. Ça veut dire que si on a la véritable volonté et qu'on y met les moyens, c'est possible. Donc c'est particulièrement intéressant puisque c'est voilà, une des villes pionnières dans le monde à avoir considéré sérieusement la question de l'alimentation sur son territoire. Donc là, pour un objectif assez clair, hein, qui était la lutte contre la malnutrition. Et donc ce qui est intéressant, c'est que c'est voilà, à une échelle urbaine. Et donc vous avez compris qu'après ce programme a été repris à l'échelle fédérale sur tout le pays à partir de 2002 quand le président Lula a été élu. Donc là, bon, pareil, je vous rappelle des choses que vous savez certainement. Enfin voilà, qu'on est depuis 2007 hein, devenu un monde d'urbain majoritairement par rapport à un monde rural dont on voit que possiblement, si les statistiques des Nations Unies s'avèrent justes, à l'horizon 2050, on devrait être 70% d'urbains sur les 9 milliards de personnes que devrait compter la planète. Et vous voyez quasiment en plus une population rurale en relatif déclin. Donc, ce qui pose tout de suite la nature du défi, c'est-à-dire qui va nourrir les villes quand on sait que, y compris dans nos pays, on va dire que les transmissions d'exploitation agricole posent un certain nombre de problèmes. Donc, il y a une petite statistique intéressante, c'est que du coup, dans les 30 prochaines années, il faut compter que c'est 200 000 urbains supplémentaires chaque jour. Voilà, il y a 200 000 personnes en plus. Alors évidemment, c'est agrégé à l'échelle mondiale, donc ce n'est pas le cas partout, et que c'est tiré dans des régions particulières comme l'Afrique et l'Asie. Mais voilà, ça donne l'enjeu, la nature de l'enjeu de ce qui est de nourrir les villes demain. Et aujourd'hui d'ailleurs. Alors nous, on considère justement les villes comme, en fait, comme une opportunité. C'est vrai qu'on avait les exemples de Rennes et de Nantes où on voit bien que justement c'est des opportunités pour traiter de la question alimentaire, même si ce n'était pas complètement évident. Pourquoi ? Parce que les villes concentrent un certain nombre de ressources. D'abord les richesses, ce qui n'est pas inintéressant pour innover et éventuellement financer des innovations. C'est le lieu le plus souvent de populations diverses. Donc qui dit diversité dit aussi diversité des idées et des innovations possibles. C'est des lieux de savoir, donc s'appuyer sur des universités locales, ce qui arrive souvent, on voit dans le cas de Rennes, hein, évidemment le rôle d'Agrocampus Ouest dans la thématique de l'alimentation à Rennes a été évidemment très important. C'est des lieux d'infrastructure, de réseaux d'information, de pouvoir politique, et puis il ne faut pas le négliger, c'est très important aussi, de lieux de production de biomasse,
qu'on peut tout à fait imaginer devoir être recyclée, imaginez comme sur cette photo, que la biomasse produite ici dans cette ville de Philadelphie puisse alimenter cette agriculture périurbaine qui elle-même va alimenter la ville en retour, et donc imaginer des cycles ainsi où chacun nourrirait l'autre. Alors ça a été dit aussi, cette idée que l'alimentation est très multidimensionnelle, c'est évidemment pas seulement une question de nutrition, c'est aussi des questions de santé, d'environnement, de paysage, de culture, d'identité, on pourrait parler de plaisir aussi, d'économie évidemment. Et donc derrière toutes ces fonctions que remplissent l'alimentation, ce qui est intéressant, c'est que les collectivités locales disposent d'outils la plupart du temps, et là aussi ça a été très évoqué dans les exemples précédents, c'est comment j'aménage le foncier sur mon territoire, comment j'approvisionne mes cantines scolaires, les programmes de santé, les programmes d'éducation, etc. Donc voilà, c'était cette double idée de dire que les villes disposent d'un certain nombre de ressources propices à l'innovation sur leur territoire, et en plus elles disposent de leviers politiques pour pouvoir gérer l'alimentation à leur échelle. Alors fort de ça, donc je vous ai parlé moi, de l'exemple de Porto Alegre au Brésil, mais voilà, il y a eu évidemment beaucoup de villes, en particulier en Amérique du Nord, qui sont emparées de cette question de l'alimentation par la création, donc Julie en parlait tout à l'heure, de Food Policy Council, de conseil politique de l'alimentation au début des années 90. Donc une des villes pionnières, c'est celle de Toronto, et puis ça a essaimé énormément. Je vous ai cité quelques autres exemples. Aujourd'hui en Amérique du Nord, je crois qu'il y a plus de, moi je n'ai pas le chiffre exact, mais je crois que c'est plus de 300 Food Policy Council, donc de conseils locaux de l'alimentation. D'autres exemples à Vancouver, New York. Et puis en Europe, c'est arrivé plutôt par les pays nordiques. Là encore, là où historiquement et culturellement, on peut dire, il y a une tradition alimentaire qui est moins marquée que dans les pays méditerranéens, Italie, France, Espagne, où le rapport à l'alimentation, on va dire, est resté encore très fort. Donc là, je vous cite l'exemple de Malmö, Bristol en Grande-Bretagne. Donc voilà, petit à petit, un mouvement qui s'est imposé en Europe, on va dire à partir du début des années 2000, et puis encore de manière plus prégnante ces 10 dernières années, où de plus en plus les villes se sont inventées ou ont défini des stratégies alimentaires. Donc, là, j'ai juste l'exemple de la ville de Lyon, par exemple, qui a produit ce document sur l'alimentation durable pour tous, avec ces objectifs-là, par exemple, produire partout où c'est encore possible, créer des richesses locales, donner une égalité d'accès à une alimentation durable, et puis animer un espace de gouvernance. Beaucoup de villes qui sont intéressées à cette question, et qui ont signé, alors pardon, je me répète encore, je répète ce qui a déjà été dit par Anna, donc, qui sont réunis à Milan à l'occasion de l'Expo universelle pour signer ce pacte de Milan pour les politiques alimentaires urbaines. Donc, c'est des engagements volontaires donc, de villes qui veulent s'engager sur des systèmes alimentaires plus durables. Donc là, évidemment, on peut voir le verre à moitié plein ou vide, selon qu'on est plus ou moins optimiste. C'est des engagements volontaires qui n'engagent que ceux qui les ont signés, sans aucune contrainte. Donc on peut considérer que c'est de la flûte, potentiellement. A contrario, on peut se dire, ça crée quand même une dynamique, ça crée des exemples, ça crée des lieux d'échange. Et puis, il y a quand même des secteurs, il y a des précédents, par exemple sur le climat, où finalement les villes, et on l'a vu dans certaines villes, et qui sont réunies en réseau international, ont finalement pris des engagements de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre qui étaient parfois plus importants, voire même beaucoup plus importants, que ce qu'ont négocié les États. Donc on peut avoir une vision assez positive de se dire, finalement, quand les villes s'engagent comme ça à l'échelle internationale, à la fois, c'est ce qui a été déjà dit, c'est des lieux d'échange de bonnes expériences, et puis ça veut dire aussi que ça met les villes dans une situation potentiellement de venir discuter auprès des États ou influencer les États, ou essayer de se faire une place. Par exemple, en Europe, on pourrait très bien imaginer que demain, les villes fassent pression auprès des États ou directement à l'échelle européenne pour négocier, ou renégocier la politique agricole commune, qui est pour le moment une affaire d'État. Et les États, quand ils négocient, si c'est la France, elle négocie sa vocation agro-exportatrice. Point, barre, à la ligne, grosso modo. Et la défense de ses aides. Si c'est une ville, la problématique de la ville, de Redon, de Rennes ou de Nantes, c'est pas de défendre les aides. Ça va être de donner à manger au plus grand nombre, d'avoir une production alimentaire la plus durable possible. Donc ça peut introduire des objectifs qui sont différents. Donc en ce sens-là, je trouve ça plutôt, une vision beaucoup plus positive de ce type d'accords internationaux.
Alors peut-être un petit panorama que je vais vous dresser, alors un peu rapide et puis très subjectif, parce que des initiatives, il y en a, vous imaginez, à l'appel. Donc je vous prends quelques exemples, on va dire par grand domaine. Donc un premier, alors ça, on en a beaucoup parlé sur la question de produire en ville. Donc effectivement, est-ce que c'est purement symbolique? Est-ce que c'est aussi productif? Bon, c'est un peu des deux, ça dépend des endroits. Voilà, l'exemple par exemple à Londres, où il y avait eu ce projet de tram verte productive. Alors là, on est dans l'East End, hein, le quartier est londonien, avec, ils s'étaient donné des objectifs très impressionnants. Alors bon, c'est un peu à l'anglaise, hein, ils savent très bien faire du marketing. Donc c'était à l'époque du maire, comment il s'appelait, le fameux blond là, avec, vous voyez qui c'est? Boris Johnson, ouais, exactement. Et donc, ils s'étaient donné des objectifs extrêmement ambitieux, bon, qu'ils n'ont pas remplis, mais malgré tout, voilà, ça a insufflé une espèce de dynamique de réintroduire, notamment dans des zones historiquement ouvrières, de réintroduire des jardins, de la production en ville. Donc là, on est certainement dans le symbolique, mais dans le symbolique important de réintroduire ce qu'a pu être certaines parties de la ville. Ça a été évoqué, et voyez-le en image, dans la ville de Montréal. Là, pour le coup, on est sur un projet commercial, nourricier, donc on établit voilà, des serres comme il existe chez mes oncles et mes cousins, hors sol, mais sauf que là, c'est voilà, sur des toits, donc avec le bénéfice évidemment de récupérer la chaleur des bâtiments, et puis inversement l'été de créer un îlot de fraîcheur en ville. Mais donc là, on est sur un projet purement commercial, hein, qui a été aussi décliné à Détroit et dans quelques autres villes nord-américaines. Et donc, ils vendent des paniers donc directement en ville. C'est très mal vu par les agriculteurs périurbains. Là-bas, c'est un peu comme en France aussi, c'est-à-dire que les syndicats majoritaires, ils voient ça d'un très mauvais œil. Parce que d'abord, ils considèrent que ce n'est pas l'agriculture. Et puis bah, évidemment, derrière, il y a quand même une question qui est quand même sous-jacente, qui est quand même celle de l'aide. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ces producteurs en ville qui, demain, peut-être, vont nous concurrencer sur les aides dont on sait, par exemple en Europe, qu'elles se réduisent. Vous avez vu les derniers projets de la PAC. Donc, du coup, c'est pas forcément bien vu. Et je sais que là-bas, ils avaient énormément de problèmes. Voilà, à Montréal, mais j'ai d'autres exemples aussi à Genève, où ils ont établi une ferme urbaine en ville. Pareil, très mal vue par les agriculteurs périurbains. Et finalement, ils ont trouvé la solution. Donc, un concept qui a été de se dire, nous, on est une agrafe. Alors, une agrafe de la campagne dans la ville. C'est la ferme du Budet, je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent, à Genève. Donc c'est vraiment, alors pas en cœur de ville, mais quand même bien en centre-ville, vraiment au milieu d'un espace très résidentiel. Et en fait, eux, la tactique qu'ils ont jouée, c'est qu'ils ont ouvert une boutique paysanne. Voilà, ils n'avaient pas à Genève, ça n'existait pas. Donc ils ont ouvert une boutique paysanne où ils vendent les produits de tous les agriculteurs périurbains. Et du coup, ben, voilà, ça a été une alliance qui a été plutôt gagnante et depuis, ça fonctionne bien. Alors d'autres projets industriels, peut-être d'autres dont vous avez pu entendre parler, là, la ferme urbaine lyonnaise, donc eux c'est vraiment aussi un projet commercial et de vendre après le savoir-faire dans d'autres endroits. Alors d'autres qui produisent de la salade qui ne rapportent rien, mais comme ils ont déjà les infrastructures, c'est les anciens de l'argentique, Toshiba, Sharp, qui reconvertissent leurs anciens, voilà, pour l'anecdote. Hein. Voilà, puis comme le génie humain est sans limite, voilà ce qu'on peut imaginer. Mais moins anecdotiquement, et pour revenir du coup sur le potentiel nourricier, en tout cas la fonction nourricière de l'agriculture en ville, évidemment il y a la mecque de l'agriculture urbaine, c'est la Havane. La Havane qui, du coup, à la faveur ou conséquemment à la chute du mur de Berlin, s'est retrouvée dans une situation économique extrêmement compliquée et qui a vu du coup les urbains se mettre à produire de manière assez sauvage en ville. Et bon, comme à Cuba, on aime organiser les choses. De fait, il y a un vrai programme national d'agriculture urbaine qui s'est monté. Et aujourd'hui, alors bon, les chiffres valent toujours ce qu'ils valent, mais enfin moi ce que je lis ici et là, c'est que 50% de la consommation de légumes des Havanais serait produite en ville, sur le territoire de la Havane, et 12% de la surface en fait de la ville est consacrée à l'agriculture urbaine. Donc c'est assez considérable. Voilà, pour rappeler, c'était dit tout à l'heure, mais que voilà, il y a certains espaces dans le monde où l'agriculture urbaine a véritablement une fonction nourricière. Mais du coup, sur cette question de logistique, distribution, justement, j'y viens. C'est vrai que c'est là où, moi, il me semble que c'est vraiment un des leviers qui me paraît le plus important, enfin en tout cas, si, le plus important. Avec quelques exemples. Alors bon, cet exemple n'est pas le bon, hein. Vous voyez qu'il s'agit de Volkswagen, mais c'est pour vous montrer des exemples de fret urbain qui utilisent le tramway. Voilà, à Dresde, le tram existe,
Et il se trouve qu'il y a 2 sites industriels de Volkswagen d'une part et d'autre de la ville et qui utilisent du coup les lignes de tramway pour transporter les marchandises et ce dont ils ont besoin. Alors je vous montre cet exemple, mais de fait ça peut exister, en tout cas inspirer des modèles pour l'alimentation. En l'occurrence à Montpellier, on a aussi un marché international qui se trouve être le long d'une voie de tram, enfin à très proche proximité d'une voie de tram. Et il y a un projet, alors, qui est toujours dans les cartons, mais il y a un projet qui serait de dire, eh ben voilà, on utilise les voies du tram comme fret de distribution pour entrer en ville et livrer toutes les épiceries, les magasins dans la ville avant l'heure comment dirais-je, des passagers. Et donc, évidemment, réduire l'engorgement. Mais du coup, comme les voies sont là, ils passent le long du Mine et que ça arrive en centre-ville, il y a cette idée-là. Ouais. Notamment la nuit. Et notamment la nuit, voilà, le matin très tôt. Ouais. Il se trouve que le Mine de Montpellier, donc Montpellier, vous savez peut-être, a lancé une politique agroécologique et alimentaire et utilise vraiment le Mine comme un instrument on va dire, d'organisation du système alimentaire sur le territoire. Et justement, le Mine est un endroit où on a établi enfin en tout cas la métropole a facilité l'installation d'entreprises de transformation, donc qui s'approvisionnent directement sur le Mine auprès des agriculteurs. Le Mine étant vu comme précisément, et c'est pour ça que j'étais un peu surpris, précisément comme une alternative aux grandes structures de distribution, aux grandes infrastructures pardon, des grands distributeurs. Juste petit rappel historique. Cette idée d'amener l'alimentation avec les trams, c'est pas nouveau. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent la banlieue sud de Paris, Longjumeau, Arpajon, Juvisy, etc., etc. Tout ça, c'est du maraîchage, des haricots, des tomates, etc. Et donc, au début du XXe siècle, voilà, il y avait l'Arpajonais, un tramway qui remontait tout le long de la Nationale 20 et qui prenait tous les légumes pour les amener au centre, dans les halles de Paris. Donc en fait, c'est pour rappeler l'idée que voilà, ce qu'on considère être aujourd'hui des innovations, voilà, rappelons-nous que la ville a eu un rapport avec l'alimentation qui était assez étroit, qu'on a un peu oublié. Aujourd'hui, c'est un peu simplement ça qu'on revitalise. Allez, très très vite, à Paris, un projet de logistique fluviale, Franprix pour ne pas les citer, plutôt que d'amener les camions en ville, ils ont une grande plateforme de livraison sur la Marne, ils prennent les péniches, ils arrivent sur le port de la Bourdonnais, un vieux port de livraison qui avait été complètement abandonné, des véhicules électriques viennent et poum, on livre les Franprix dans la ville. Donc voilà, pour dire qu'en logistique distribution, il y a beaucoup de choses possibles. Restauration collective, évidemment on en a beaucoup parlé, vous le savez. Bon, désolé, Montpellier c'est le centre du monde. Voilà, il y a Pain et Partage, c'est un réseau de boulangeries sociales et solidaires que vous connaissez peut-être, qui sont établis, qui sont nés à Marseille, et qui sont venus à Montpellier un petit peu tester le terrain pour voir si on vient, est-ce qu'il y a de la demande, quoi. Donc ils sont allés voir la ville. La ville a dit bingo, justement, nous on est en train de réfléchir à nos appels d'offres pour revoir un petit peu complètement l'alimentation en restauration collective. Et justement, on commence à réfléchir à parceller nos appels d'offres parce qu'avant, quand on fait un appel d'offres légumes, évidemment, c'est que les gros faiseurs qui peuvent y répondre. Et donc on est en train d'étudier l'offre alimentaire sur le territoire pour voir si on peut parcelliser un petit peu et se dire, tiens, plutôt que de faire un appel d'offres légumes, on fait un appel d'offres tomates. Et on a repéré en amont qu'effectivement, il y a un producteur capable de répondre à cet appel d'offres. Et justement, on réfléchissait à faire un appel d'offres pain. Bon, voilà, ça tombait plutôt bien. Tiens, étrangement, Pain et Partage a remporté. L'intérêt de cette boulangerie sociale et solidaire, outre le fait qu'elle embauche de la population en situation de précarité, elle introduit en amont, elle construit en amont une filière de blé biologique voilà, sur le territoire. Et puis, pour terminer, des initiatives qui sont voilà, plutôt du fait des consommateurs, que certainement les villes peuvent encourager, aider, soutenir. Mais par exemple, il y a beaucoup d'exemples de coopératives de consommation alimentaire. Celui-ci est le plus fameux, c'est à Brooklyn, une fameuse coopérative qui s'appelle Park Slope. Il y a eu un film dessus qui est assez intéressant. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est très simple, c'est voilà, j'adhère à la coopérative et je donne de mon temps de travail. Donc vous comprenez que la coopérative, le magasin du coup a des coûts fixes bien moindres puisqu'il mise sur du travail bénévole. Et donc une fois qu'il a payé le loyer et quelques salaires de gens qui doivent quand même faire tourner la boutique, le reste c'est des bénévoles qui font l'entretien, qui font la mise en rayon, qui font la caisse, qui balayent, etc. Absolument, absolument. C'est ce que la Louve, voilà, ce que la Louve a répliqué.
et Supercop à Bordeaux, et la Meute à Grasse, et le Biscop à Bruxelles, et Super Quinquin à Lille, et la Cagette à Montpellier, etc., etc. Donc pour dire que voilà, c'est un projet qui a... Une vingtaine de projets. Ouais. Une vingtaine de projets. Voilà, ouais, là c'est vraiment des exemples. Et la COP du coup, bah oui, c'est-à-dire que ça en fait c'est pas nouveau quoi. Encore une fois, ces projets coopératifs, historiquement, c'est des choses qui ont énormément existé. Alors là, c'est nos amis de la Société des pionniers équitables. C'est une filature près de Manchester, et c'est les premiers à avoir monté une coopérative. À la base, c'était une coopérative de logement, hein, parce que dans le système industriel, évidemment, on travaille chez le patron qui vous loge et qui vous nourrit. Et donc la coopérative suivante, ça a été une coopérative alimentaire. Et donc, en fait, c'est eux qui ont vraiment établi les règles de la coopération, de ce qu'est une coopérative, des règles qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Alors, comme le sujet m'intéressait beaucoup, puis j'ai fait un peu de recherche rapide, mais enfin, du coup, tombé sur une expérience qui était encore préalable à Lyon, 1835-1838. Donc, on est chez les Canuts, donc dans une atmosphère politique très particulière, fourriériste, de socialisme utopique. Et donc, il y avait ce Michel-Marie Dorion qui était voilà, tenant d'un commerce véridique et social. Et ils avaient fondé, donc les ouvriers là-bas, la première coopérative de consommation, avec des épiceries, des charcuteries, des boulangeries, avec comme objectif, vous voyez, mettre fin à la concurrence malfaisante et oppressive d'une classe commerçante oisive et parasite, tout un programme. Mais, encore une fois, juste pour dire que voilà, des choses très anciennes ont déjà existé, donc souvenons-nous-en, la Bellevilloise, où on va voir des concerts à Paris, c'était une coopérative de consommation alimentaire. Avant la Première Guerre mondiale, il y avait en France 1 million de coopérants. Voilà, 1 million de personnes. Donc je ne sais pas quelle était la population de la France à la veille de la Première Guerre mondiale. 30 millions? Je ne saurais pas dire, je ne sais pas si quelqu'un a une idée. Le géographe. Moins encore, oui. Ouais. Bon, vous imaginez 1 million, quoi. 1 million, c'est-à-dire que, je ne vais pas dire tout le monde, mais enfin, si on réduit ça par foyer, c'est-à-dire que les gens étaient adhérents d'une coopérative alimentaire. Voilà, c'était un système classique. Moi, petit, j'ai connu le magasin Coop, qui était issu de cette histoire-là. Voilà, une autre, mais ils ont toujours des noms savoureux, donc la Laborieuse. Là, c'est à Troyes. Bon, ça pour dire que, voilà, il y a eu, et je vous renvoie vers cette lecture qui est vraiment passionnante, si vous êtes intéressé par ces questions de ville et d'alimentation. C'est le fait, en fait, d'une architecte anglaise qui s'appelle Caroline Steele. Et cet architecte, comme beaucoup d'architectes, il travaille sur le bâtiment, voilà, sur le bâti. Et puis elle commence à être un peu lassée par son travail, puisque pour elle, la ville est quand même plus organique et la ville est faite de gens. Et elle trouvait que son métier était quand même assez, finalement, délié de la vie qui se passe en ville. Et elle a réfléchi à qu'est-ce qui fait le lien dans la ville, en fait, qu'est-ce qui fait la ville. Et elle est partie de cette idée simple, puisqu'elle habite à Londres, elle s'est dit, Londres, c'est 10 millions d'habitants. Bon, si on a la chance, on mange 3 fois par jour. Donc ça veut dire en gros qu'il y a 30 millions de repas qui ont dû être produits, qui ont dû être transformés, qui ont dû être distribués, qui ont dû être vendus, qui ont dû être achetés, qui ont dû être consommés, dont les déchets ont dû être gérés. Et elle dit c'est quand même incroyable, c'est un miracle qui s'opère chaque jour, et ça dans chaque ville du monde. Et pourtant l'alimentation n'est pas si visible que ça. On ne la sent pas plus que ça, elle n'est pas si visible que ça, et pourtant c'est bien elle qui devrait faire la ville. Donc du coup elle s'est intéressée à l'histoire de ce qu'étaient les villes et de l'alimentation en ville, et donc elle s'est intéressée voilà, dans l'histoire longue, quel était le rapport de la ville à l'alimentation, et ce qu'elle appelle la ville organique, c'est-à-dire quand l'alimentation faisait littéralement la ville, et on le voit évidemment, on a encore des héritages, les noms des rues. Elle cite aussi dans les villes du Nord la grande place centrale où il y a le marché, qui est devant le beffroi, le pouvoir politique, devant la chambre de commerce, le pouvoir économique, et devant la cathédrale, le pouvoir religieux, et l'alimentation qui est là au milieu de ces 3 grands pouvoirs, les abattoirs qui étaient en ville, etc. Bon, voilà, pour dire qu'il fut un temps où l'alimentation façonnait, faisait la ville, et c'est un peu ça, de fait, qu'on a perdu et qu'on essaye de revitaliser à travers les différentes initiatives dont on a beaucoup entendu parler. Si ça vous intéresse aussi, donc nous on a le fruit d'un des projets de recherche sur lequel on a travaillé sur justement l'alimentation urbaine.
c'est cet ouvrage qui est sur l'idée de comment construire des politiques alimentaires urbaines. Bon, j'en fais la pub parce qu'il est accessible en ligne gratuitement, hein, donc n'hésitez pas, il est sur le site internet de la chaire. Servez-vous allègrement.